Sous un ciel lourd, chargé de nuages gris épais, l'air était saturé d'une odeur d'humus humide, d'herbes fraîchement coupées et de l'éclat métallique des uniformes impeccablement repassés. Au cimetière national, un lieu sacré où reposent les héros de la nation française, une cérémonie solennelle se déroulait. Les rangées de militaires, alignés avec une précision géométrique, affichaient des visages graves, figés dans le respect et la douleur. Les civils, eux, serraient des mouchoirs froissés, essuyant des larmes qui avaient coulé abondamment depuis des jours. Au centre, un cercueil drapé du drapeau tricolore reposait, entouré par une garde d'honneur. Le bruit rythmé des bottes résonnait dans l'air, annonçant le salut final, une volée de fusils pour rendre hommage à un officier tombé, le colonel Étienne Laurent, un homme dont la vie avait été dédiée au service de la France. La générale Élodie Moreau, une femme de 56 ans, se tenait près de la tribune, imposante dans son uniforme bleu marine orné de médailles scintillantes. Son port altier trahissait une carrière de commandement, marquée par des décennies de discipline et de courage. Première femme noire à atteindre un grade aussi élevé dans l'armée française, elle incarnait une force tranquille, un symbole de résilience dans un monde souvent hostile. Élodie n'était pas seulement là en tant que supérieure hiérarchique, elle était une amie proche du défunt, ayant partagé avec lui des années de combats et de camaraderie. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, son regard balaya la foule, notant les visages endeuillés, les uniformes impeccables, et les familles venues rendre un dernier hommage. Mais quelque chose troubla l'atmosphère. Un murmure, un frôlement dans la foule, attira son attention. Ses instincts, aiguisés par des années sur le terrain, lui firent enregistrer le mouvement. Elle resta impassible, sa voix claire et ferme lorsqu'elle commença son discours. Étienne Laurent n'était pas seulement un soldat. Il était un père, un époux, un ami. Un homme qui portait le poids du leadership avec une force silencieuse. Sa voix, empreinte de gravité, résonnait dans le silence du cimetière. Mais un nouveau bruit, plus net, interrompit l'instant. Des pas lourds, un froissement de tissu, et des chuchotements dans les premiers rangs. Quelques officiers se raidirent, leurs mains glissant instinctivement vers leur ceinture. Puis, une voix, basse mais distincte, perça l'air, elle n'a pas sa place ici. Élodie s'arrêta une fraction de seconde, ses yeux scrutant la foule. Elle repéra l'homme immédiatement. Jacques Leclerc, un sergent de police du département de Seine-et-Marne, connu pour son passé trouble. Il se tenait à quelques rangs en arrière, le visage rouge de colère contenue, les poings serrés. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais sa réputation l'avait précédé. Des plaintes répétées pour usage excessif de la force, des accusations de comportements racistes, toutes balayées sous le tapis par des enquêtes internes douteuses. Élodie soutint son regard, son expression impassible. Elle était sur le point de reprendre son discours lorsque Leclerc bougea. Il repoussa les personnes autour de lui, ses pas décidés, presque mécaniques. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, les gens s'écartant avec malaise. Puis, dans un geste qui glaça l'assemblée, il porta la main à sa ceinture. Un éclair métallique scintilla sous la lumière terne du ciel. Quelqu'un étouffa un cri. En une seconde terrifiante, Jacques Leclerc dégaina son arme et la pointa directement sur Élodie Moreau. Le temps sembla s'arrêter. Des exclamations jaillirent, une femme tira son enfant en arrière, et plusieurs civils se jetèrent instinctivement derrière les pierres et tombales. Les officiers près de la tribune réagirent immédiatement, leurs mains volant vers leurs propres armes, mais personne n'osa tirer. La tension était palpable, un fil fragile entre la vie et la mort. Élodie, elle, ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur Leclerc, son dos droit, son visage dénué de peur. Des décennies de formation au combat avaient forgé en elle une résilience à toute épreuve. Si cet instant devait être son dernier, elle l'affronterait avec dignité. Mais elle savait que ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu. Derrière elle, il y avait des soldats, des officiers, des familles, des innocents pris dans cette folie. Leclerc, les yeux brûlants d'une rage incontrôlée, murmura à nouveau. « Tu n'as pas ta place ici. » Sa voix tremblait, mais son arme restait pointée. Élodie fit un pas en avant, lente et mesurée. « Sergent, baissez votre arme, » ordonna-t-elle, sa voix aussi ferme qu'un roc. Ce n'était pas une requête,
mais un commandement. À ses côtés, le colonel Alexandre Dupont, un officier proche d'Étienne Laurent, intervint. Leclerc, réfléchissez à ce que vous faites. C'est un enterrement. Sa main planait au-dessus de son propre pistolet, prêt à agir. Mais Leclerc ne bougeait pas, ses doigts crispés sur la détente, son souffle erratique. La foule était figée, certains se couvrant la bouche, d'autres serrant leurs proches. Une femme, Madame Claire Dubois, la sœur aînée du défunt colonel Laurent, se tenait non loin, son visage blême. Elle murmura à son mari, Paul, qui tenta de la tirer en arrière, mais Claire, bouleversée, fit un pas vers Leclerc. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix tremblante de chagrin et de colère. « C'est l'enterrement de mon frère. Vous n'avez pas le droit. » Un jeune officier, le capitaine Louis Garnier, se tenait dans les premiers rangs, observant la scène avec une intensité froide. Il avait servi sous les ordres de Moreau et connaissait sa force, mais il voyait aussi l'instabilité de Leclerc. Ce dernier tourna la tête vers Garnier, un éclat de panique dans les yeux. « Restez où vous êtes !» aboya-t-il, son arme tremblant légèrement. Ce fut l'instant de rupture. Garnier, profitant de cette seconde d'inattention, bondit. En un mouvement fluide, il saisit le poignet de Leclerc, forçant l'arme vers le ciel. Un coup de feu déchira l'air, bang. Le son résonna dans le cimetière, provoquant des hurlements. Les gens se jetèrent au sol, certains s'abritant derrière les tombes, d'autres protégeant leurs enfants. Mais Garnier tint bon, luttant avec une force née de l'entraînement militaire. Leclerc se débattit, frappant sauvagement, mais il n'était pas de taille face à la précision de Garnier. Deux autres officiers, le lieutenant Marc Renaud et le major Julien Lefebvre, se joignirent à la mêlée. Ensemble, ils plaquèrent Leclerc au sol, l'herbe humide tachant son uniforme. Son arme fut arrachée et jetée au loin. « Lâchez-moi !» hurla-t-il, sa voix rauque et désespérée. « Elle n'a pas sa place ici. C'est à nous. » Les menottes claquèrent autour de ses poignets, et Renaud appuya un genou dans son dos pour le maintenir. La foule, encore sous le choc, commença à se relever, les visages blêmes, les regards incrédules. Élodie Moreau, immobile, observait Leclerc se débattre comme un animal pris au piège. Puis, sans un mot, elle se tourna vers la tribune, ajusta son uniforme, et saisit le micro. Le cercueil d'Étienne Laurent trônait toujours au centre, intact, symbole d'un hommage interrompu mais pas brisé. « Continuez », ordonna-t-elle à la garde d'honneur. Les soldats, encore secoués, échangèrent des regards incertains, mais obéirent. Les fusils se levèrent, et 3 salves nettes déchirèrent le silence, reprenant l'espace que Leclerc avait tenté de voler. Le cercueil, le drapeau, la cérémonie, tout cela appartenait à Étienne Laurent, et Élodie s'assurerait que son ami reçoive l'hommage qu'il méritait. Mais l'incident avait transformé la cérémonie. Ce qui aurait dû être un moment de recueillement était devenu un champ de bataille symbolique. Les murmures de la foule se mêlaient au vent, et au loin, les premières caméras de journalistes commençaient à s'installer aux portes du cimetière. Claire Dubois, les larmes aux yeux, s'accrochait à son mari, tandis que Paul tentait de la réconforter. Garnier, encore essoufflé, échangea un regard avec Élodie, un mélange de respect et de détermination. Le jeune capitaine savait que cet instant marquerait un tournant, non seulement pour lui, mais pour tout ce présent. Une journaliste, Sophie Martin, discrètement postée à l'arrière, griffonnait frénétiquement sur son carnet, son appareil photo prêt à capturer l'onde de choc qui allait bientôt secouer la nation. Le silence après le coup de feu était oppressant, chargé de peur et d'incrédulité. Élodie, toujours à la tribune, posa les yeux sur le cercueil, puis sur la foule. Elle ne parla pas immédiatement, laissant le poids de l'instant s'installer. Puis, d'une voix claire, elle reprit. Étienne Laurent croyait en une France unie, une France où le devoir et l'honneur surpassent que la haine. Nous sommes ici pour lui, et nous ne laisserons personne nous voler ce moment. La foule, encore tremblante, applaudit doucement, un geste de soutien timide mais sincère. Leclerc, maintenant menotté et traîné vers une voiture de police, continuait de crier, ses mots incohérents se perdant dans le vent. « Ce n'est pas fini !» lança-t-il,
son regard fixé sur Élodie. Mais pour elle, c'était déjà terminé. Elle avait vu trop de champs de bataille, trop de moments où la vie tenait à un fil, pour laisser un homme comme Leclerc la déstabiliser. Ce qui comptait maintenant, c'était l'après. Les conséquences de cet acte allaient être bien au-delà de ce cimetière, et Élodie le savait. Les caméras, les murmures, les regards des officiers et des civils, tout indiquait que cet incident ne resterait pas confiné à ce lieu sacré. La France entière en entendrait parler, et avec elle, une conversation plus vaste sur la justice, le pouvoir, et les forces, qui menaçaient de diviser une nation. Alors que la garde d'honneur achevait la cérémonie, Élodie resta debout, son regard fixé sur l'horizon. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement survécu à une menace, elle avait affirmé une vérité plus grande. Le véritable pouvoir réside dans la résilience, dans l'honneur, et dans le refus de céder face à la haine. Le soleil se couchait sur le cimetière national, mais la lumière des projecteurs médiatiques commençait à peine à s'allumer. L'incident impliquant Jacques Leclerc, ce sergent de police qui avait osé pointer une arme sur la générale et Élodie Moreau lors de l'enterrement du colonel Étienne Laurent, avait enflammé la France. Dès le soir même, les chaînes d'information en continu diffusaient des images floues capturées par des téléphones portables, montrant Leclerc, le visage déformé par la rage, menotté et poussé dans une voiture de police. Les titres étaient implacables: scandale au cimetière national, un policier tente d'assassiner une générale, une attaque raciste au cœur d'une cérémonie militaire. Les réseaux sociaux s'embrasaient, des hashtags comme #justice pour Moreau et Tarenté Leclerc envahissant les fils d'actualité. Les Français, qu'ils soient dans les cafés parisiens ou les villages reculés, débattaient avec ferveur. Pour certains, c'était une aberration, un acte isolé d'un homme déséquilibré. Pour d'autres, c'était la preuve criante d'un mal plus profond, enraciné dans les institutions même de la nation. Élodie Moreau, au centre de cette tempête, restait silencieuse. Elle avait repris ses fonctions, refusant les micros tendus par les journalistes qui campèrent devant son bureau à l'état-major. Mais son silence ne faisait qu'amplifier sa présence dans l'imaginaire collectif, une femme noire, générale de l'armée française, défiant un pistolet avec une dignité inébranlable. Dans les jours qui suivirent, l'enquête sur Jacques Leclerc révéla un passé accablant. Âgé de 42 ans, il était sergent depuis 15 ans dans la police de Seine-et-Marne, décoré à 2 reprises pour des actes de bravoure lors d'interventions musclées. Mais derrière les médailles, un tableau bien plus sombre se dessinait. Des plaintes pour usage excessif de la force s'étaient accumulées au fil des années, un jeune homme bousculé lors d'un contrôle d'identité, une femme d'origine maghrébine insultée lors d'une interpellation, des vidéos de caméras corporelles et mystérieusement perdues. À chaque fois, les enquêtes internes s'étaient conclues par des non-lieux, des suspensions temporaires ou des mutations discrètes. Leclerc, protégé par une culture du silence au sein de la police, avait continué à agir en toute impunité. Mais cette fois, son geste avait été trop flagrant, trop public. Les images de lui pointant son arme sur Élodie, entouré de dizaines de témoins, étaient accablantes. La procureure générale, Anne-Sophie Lemaire, une femme connue pour son intransigeance, prit l'affaire en main. Elle réunit une équipe d'enquêteurs et de juristes pour monter un dossier en béton. Les chefs d'accusation étaient lourds: tentative de meurtre, agression aggravée, menaces terroristes et surtout, crimes à caractère raciste, une qualification rarement utilisée dans des affaires impliquant des forces de l'ordre. Le procès de Jacques Leclerc, qui s'ouvrit 3 mois plus tard au Palais de justice de Paris, devint un événement national. La salle d'audience, imposante avec ses boiseries sombres et ses hauts plafonds, était pleine à craquer. Des officiers militaires en uniforme, des vétérans arborant leurs médailles, des militants des droits civiques et des journalistes se pressaient sur les bancs. Sophie Martin, la jeune journaliste qui avait assisté à l'incident au cimetière, était là, son carnet à la main, prête à publier un article qui, elle l'espérait, secouerait les consciences. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée, brandissant des pancartes réclamant justice. Parmi eux, un groupe de vétérans dirigé par un ancien camarade d'Étienne Laurent, le commandant Henri Valois, organisait une manifestation pacifique. Leur banderole proclamait: l'honneur ne se mesure pas à la couleur de la peau, et plus jamais ça. La tension était palpable, et la police, consciente de l'ironie, avait déployé un important dispositif de sécurité pour éviter tout débordement. À l'intérieur,
la procureure Lemaire ouvrit le bal avec un réquisitoire cinglant. « Jacques Leclerc n'est pas seulement un homme qui a perdu le contrôle, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. C'est un officier de police qui a abusé de son pouvoir, motivé par un préjugé raciste, pour tenter d'assassiner une femme qui a consacré sa vie à la France. Il a pointé une arme sur la générale Élodie Moreau, non pas parce qu'elle représentait une menace, mais parce qu'il estimait qu'une femme noire n'avait pas sa place dans un uniforme de général. » Les mots de Lemaire frappèrent fort, provoquant des murmures dans l'assemblée. Les témoins appelés à la barre vinrent renforcer son propos. Le capitaine Louis Garnier, qui avait désarmé Leclerc, décrivit la scène avec une précision militaire, « J'ai vu la haine dans ses yeux. Il n'hésitait pas. Si je n'avais pas agi, la générale serait morte. » Madame Claire Dubois, la sœur d'Étienne Laurent, témoigna avec une émotion contenue. « Mon frère a donné sa vie pour ce pays, dit-elle, la voix tremblante. Et cet homme, ce policier, a souillé sa mémoire en transformant son enterrement en cauchemar. » Sophie Martin, appelée comme témoin oculaire, présenta les photos qu'elle avait prises, figées sur l'instant où Leclerc pointait son arme. Chaque image projetée sur l'écran de la salle renforçait l'horreur de l'acte. Mais un témoignage inattendu fit basculer l'affaire encore plus loin. L'inspecteur Pierre Vallon, un ancien collègue de Leclerc, brisa le mur du silence qui protégeait souvent les officiers de police. Vallon, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années de service, prit la parole avec réticence. « J'ai travaillé avec Leclerc pendant 10 ans, commença-t-il, évitant le regard de l'accusé. Il faisait des remarques racistes, souvent sous forme de plaisanterie, mais elles n'avaient dit rien d'innocent. Quand des plaintes étaient déposées contre lui, elles disparaissaient. On nous disait de ne pas poser de questions. » Son témoignage, prononcé dans un silence pesant, révéla une culture de complaisance au sein de la police, où les abus de pouvoir étaient étouffés pour protéger l'image de l'institution. La salle entière retint son souffle lorsque Vallon conclut, « J'ai honte d'avoir gardé le silence si longtemps. » La défense de Leclerc, menée par un avocat chevronné, Maître Philippe Dubois, tenta de minimiser l'incident. Il plaida le stress professionnel, arguant que Leclerc, surmené par des années de service dans des quartiers difficiles, avait craqué sous la pression. « Mon client n'avait pas l'intention de tuer, » affirma Dubois, ajustant ses lunettes. C'était un moment d'égarement, pas un acte prémédité. Mais l'argument peinait à convaincre face à la montagne de preuves. Les enregistrements vidéo, les témoignages, et surtout les propres paroles de Leclerc lors de son interrogatoire. « Elle n'a rien à faire ici, pas dans cet uniforme, pas à ce poste », pesaient lourdement contre lui. La procureure Lemaire, dans son contre-interrogatoire, mit Leclerc au pied du mur. « Pourquoi avez-vous pointé une arme sur une générale décorée, une femme sans arme, au milieu d'un enterrement ?» demanda-t-elle, son ton glacial. Leclerc, assis dans le box des accusés, baissa les yeux, incapable de répondre. Son silence était aussi accablant que ses mots. Au fil des semaines, le procès devint plus qu'une simple affaire judiciaire, il se transforma en un miroir tendu à la société française. Les débats télévisés s'enflammaient, les éditorialistes s'affrontaient, et les citoyens prenaient position. Dans les cafés, les discussions tournaient autour de la police, du racisme systémique, et du rôle des institutions dans la protection des citoyens. Les associations de défense des droits humains, comme SOS Racisme, organisèrent des marches à Paris, Lyon et Marseille, réclamant des réformes immédiates. Les vétérans, menés par Henri Valois, continuèrent leurs manifestations, exigeant que l'honneur militaire ne soit plus terni par des actes de haine. Même au sein de la police, des voix dissidentes commençaient à émerger, des officiers comme Pierre Vallon appelant à une introspection collective. Mais Élodie Moreau, malgré son rôle central dans l'affaire, refusait de se laisser happer par la frénésie médiatique. Lorsqu'un journaliste tenta de l'interroger à la sortie de l'état-major, elle répondit simplement « Je suis ici pour servir, pas pour faire les gros titres ». Le jour du verdict, la tension était à son comble. La salle d'audience était silencieuse, chaque souffle retenu alors que le juge, un homme austère nommé François Lambert,
ancien officier de l'armée lui-même, prononça la sentence. Jacques Leclerc, commença-t-il, sa voix résonnant comme à un couperet, vous avez abusé de votre autorité, de votre uniforme, pour tenter de prendre la vie d'une femme qui incarne l'honneur et le dévouement. Votre acte n'était pas un simple moment d'égarement, mais l'expression d'une haine profondément enracinée. Vous avez pointé une arme sur une générale de l'armée française, devant des dizaines de témoins, dans un lieu sacré, et votre seule justification était qu'elle ne méritait pas sa place. Il marqua une pause, son regard perçant fixé sur Leclerc. Eh bien, monsieur Leclerc, c'est vous qui n'avez plus votre place dans une société qui aspire à la justice. Puis, le marteau s'abattit. Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle explosa en murmures, certains applaudissant doucement, d'autres échangeant des regards incrédules. Leclerc, pour la première fois, sembla brisé. Son visage, jusqu'alors impassible, se fissura, ses épaules s'affaissant alors qu'il était escorté hors de la salle. Élodie Moreau, présente au fond de la salle, observa la scène sans triomphe. Pour elle, ce n'était pas une victoire personnelle, mais un pas vers une justice plus large. Claire Dubois, assise à ses côtés, lui serra la main, les larmes aux yeux. Sophie Martin, dans un coin, griffonnait déjà les grandes lignes de son prochain article, déterminée à raconter non seulement l'histoire de Leclerc, mais aussi celle de ceux qui avaient osé s'opposer à lui. À l'extérieur, la foule éclata en cris de joie et de colère mêlés, les pancartes des manifestants s'agitant sous le ciel gris de Paris. Mais pour Élodie, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle savait que ce verdict, bien qu'historique, n'était qu'une étape. Les caméras continueraient de tourner, les débats de s'enflammer, mais la véritable bataille se jouerait ailleurs, dans les réformes, dans les cœurs, dans la manière dont la France choisirait d'avancer. Alors qu'elle quittait le palais de justice, escortée par le capitaine Garnier et le colonel Dupont, elle croisa le regard de Pierre Vallon, l'inspecteur qui avait brisé le silence. Il inclina légèrement la tête, un geste de respect. Élodie répondit d'un hochement discret, reconnaissant le courage qu'il avait fallu pour parler. La France entière parlait maintenant de l'affaire Leclerc, mais pour Élodie, il était temps de retourner au travail, de continuer à servir, comme elle l'avait toujours fait. Le cimetière, le cercueil, l'arme pointée sur elle, tout cela faisait désormais partie de son histoire, mais ce n'était pas ce qui la définissait. Ce qui la définissait, c'était sa détermination à rester debout, à porter son uniforme avec fierté, et à montrer que l'honneur véritable ne se mesure pas à la couleur de la peau, mais à la force de l'âme. Un an s'était écoulé depuis l'incident qui avait secoué le cimetière national, un an depuis que Jacques Leclerc, un sergent de police déchu, avait pointé une arme sur la générale Élodie Moreau, transformant un moment de recueillement en un drame national. La France, encore marquée par cet événement, semblait hésiter entre l'espoir d'un changement et le poids des divisions persistantes. Les manchettes des journaux s'étaient calmées, les caméras s'étaient tournées vers d'autres scandales, mais l'écho de cette journée résonnait toujours dans les esprits. Les débats sur le racisme, le pouvoir et la justice avaient pris une nouvelle ampleur, et des réformes, bien que lentes, commençaient à émerger dans les institutions. Élodie Moreau, au cœur de cette tempête, avait repris son travail avec la même discipline qu'il avait toujours définie. Elle n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs, et pourtant, elle était devenue un symbole, non pas de victoire, mais de résilience. Dans les casernes et les écoles militaires, son nom était prononcé avec respect, une référence pour les jeunes officiers qui voyaient en elle une incarnation de l'honneur et du courage. Mais pour Élodie, la vie continuait, rythmée par les devoirs de son grade et son engagement envers ceux qu'elle servait. À l'école militaire de Saint-Cyr, où Élodie donnait désormais des conférences aux cadets, l'atmosphère était empreinte d'une solennité particulière. Les jeunes recrues, alignés dans leurs uniformes impeccables, l'écoutaient avec une attention presque religieuse. Ce jour-là, dans un amphithéâtre aux murs ornés de portraits de héros français, Élodie se tenait devant eux, sa silhouette droite et imposante. Le pouvoir. Commença-t-elle, sa voix claire et mesurée, ne réside pas dans une arme, un insigne ou un uniforme. Le véritable pouvoir, c'est la manière dont vous vous comportez face à l'adversité, dont vous servez ceux qui dépendent de vous, et dont vous défendez ce qui est juste, même lorsque le monde vous dit le contraire.
Les cadets, certains à peine sortis de l'adolescence, prenaient des notes avec ferveur, leur visage reflétant une admiration mêlée de détermination. Parmi eux, une jeune femme, la lieutenant Camille Dubois, une recrue prometteuse d'origine antillaise, semblait particulièrement touchée. Camille, qui avait suivi l'affaire Leclerc à la télévision, voyait en Élodie un modèle, une preuve qu'une femme, noire de surcroît, pouvait briser les plafonds de verre et commander avec autorité. Après la conférence, Camille s'approcha timidement pour poser une question. Général, comment faites-vous pour rester aussi forte après ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Élodie esquissa un sourire rare, mais sincère. B. La force, ce n'est pas l'absence de peur ou de doute. C'est avancer malgré tout, parce que d'autres comptent sur vous. Pendant ce temps, Claire Dubois, la sœur du colonel Étienne Laurent, avait transformé son chagrin en action. Incapable d'oublier l'affront fait à la mémoire de son frère, elle avait fondé une association en son nom, la Fondation Étienne Laurent, dédiée à soutenir les victimes de discrimination raciale et à promouvoir l'égalité dans les institutions publiques. Claire, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, avait toujours été discrète, préférant les coulisses au feu de la rampe. Mais l'incident au cimetière l'avait changée. Avec l'aide de son mari, Paul, et d'un petit groupe de bénévoles, elle organisait des ateliers dans les écoles, des collectes de fonds et des conférences pour sensibiliser à la justice sociale. Lors d'un événement à Lyon, elle raconta son histoire, sa voix tremblante mais résolue. Mon frère croyait en une France où chacun avait sa place, peu importe ses origines. Ce jour-là, au cimetière, un homme a essayé de voler cet idéal. Nous ne le laisserons pas gagner. La foule, composée d'étudiants, de militants et de simples citoyens, applaudit chaleureusement. Parmi eux se trouvait Sophie Martin, la journaliste qui avait couvert l'incident. Sophie, désormais reconnue pour ses enquêtes incisives, avait publié un livre intitulé Sous le feu, racisme et pouvoir dans la France d'aujourd'hui, un ouvrage qui détaillait non seulement l'affaire Leclerc, mais aussi les failles systémiques au sein de la police. Son travail, bien que controversé, avait suscité un débat national, obligeant les autorités à se confronter à des vérités inconfortables. Mais l'héritage de l'incident ne se limitait pas à des initiatives positives. Dans l'ombre, une petite frange d'extrémistes, soutien de Jacques Leclerc, nourrissait une rancune tenace. Ces individus, regroupés dans des forums en ligne obscurs, voyaient en Leclerc une victime, un homme injustement puni pour avoir défendu ses convictions. Leur rhétorique, teintée de haine, gagnait du terrain dans certains cercles marginalisés. Un complot, bien que mal organisé, commença à prendre forme, une tentative de représailles contre Élodie Moreau et ceux qui avaient contribué à la chute de Leclerc. Le capitaine Louis Garnier, l'officier qui avait désarmé Leclerc, fut le premier à capter des signaux inquiétants. Lors d'une patrouille de routine, il intercepta une conversation suspecte dans un café de banlieue parisienne. Deux hommes, anciens collègues de Leclerc, discutaient à voix basse d'un « plan » pour faire payer ceux qui avaient témoigné au procès. Garnier, fidèle à son instinct, alerta immédiatement l'inspecteur Pierre Vallon, le policier qui avait brisé le silence lors du procès. Vallon, désormais ostracisé par une partie de ses collègues, avait rejoint une unité spéciale chargée d'enquêter sur les abus au sein des forces de l'ordre. Ensemble, ils mirent sur écoute plusieurs suspects et découvrirent un projet d'attaque contre un événement où Élodie devait parler. Le plan, bien que rudimentaire, était sérieux, une bombe artisanale devait être placée lors d'une cérémonie commémorative pour le colonel Laurent. Garnier et Vallon agirent rapidement. Avec l'aide d'une équipe d'intervention, ils arrêtèrent les conspirateurs avant que le plan ne puisse être mis à exécution. L'opération, menée dans la discrétion pour éviter une panique publique, fut un succès, mais elle rappela à tous que les tensions nées de l'affaire Leclerc étaient loin d'être apaisées. Lorsqu'Élodie fut informée de la menace, elle resta impassible, comme à son habitude. « Ils peuvent essayer de me faire taire, dit-elle à Garnier lors d'une réunion à l'état-major, mais ils ne briseront pas ce en quoi je crois. » Garnier, impressionné par sa détermination, ne put s'empêcher de ressentir une admiration renouvelée. Vallon, de son côté, voyait dans cette affaire une chance de racheter ses années de silence. « J'ai laissé des hommes comme Leclerc prospérer trop longtemps, confia-t-il à Garnier un soir, dans un bureau encombré de dossiers. Maintenant,
je veux m'assurer que ça ne se reproduise plus. Pendant ce temps, les réformes promises après le procès commençaient à prendre forme. Le ministère de l'Intérieur, sous pression publique, annonça une refonte des procédures de recrutement et de formation des forces de l'ordre, avec un accent mis sur la sensibilisation aux préjugés raciaux. Une commission indépendante, dirigée par une ancienne magistrate respectée, fut créée pour examiner les plaintes contre les officiers de police, mettant fin à des décennies de gestion interne opaque. Les syndicats de police, autrefois réticents, commencèrent à soutenir ces changements, conscients que la confiance du public était en jeu. À l'Assemblée nationale, un projet de loi bipartisan, baptisé « Loi Étienne Laurent », fut proposé pour durcir les sanctions contre les abus de pouvoir motivés par la haine. Claire Dubois, invitée à s'exprimer devant les députés, prononça un discours émouvant. « Mon frère est mort pour protéger ce pays. Ne laissons pas sa mémoire être ternie par ceux qui utilisent leur pouvoir pour diviser. » Ces mots, diffusés à la télévision nationale, touchèrent des millions de Français, renforçant l'élan pour un changement durable. Pour Élodie Moreau, cependant, l'essentiel restait ailleurs. Elle continuait à former la prochaine génération de soldats, à transmettre non seulement des tactiques militaires, mais aussi des valeurs d'intégrité et de service. Lors d'une cérémonie à l'école militaire, où elle reçut une distinction honorifique pour son courage, elle prononça un discours bref mais puissant. L'honneur, dit-elle, n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Il se gagne par des actions, par la manière dont nous faisons face à l'injustice, et par notre refus de nous taire face à la haine. La salle, remplie d'officiers, de cadets et de dignitaires, se leva pour applaudir, non pas avec éclat, mais avec une gravité respectueuse. Camille Dubois, la jeune lieutenante, était au premier rang, les larmes aux yeux, déterminée à suivre l'exemple de son mentor. L'affaire Leclerc, bien que close judiciairement, avait laissé une empreinte indélébile. Sophie Martin, dans un nouvel article publié dans Le Monde, écrivit « L'histoire d'Élodie Moreau n'est pas celle d'une victime, mais celle d'une femme qui a transformé un acte de haine en un appel à l'action. » Claire Dubois, à travers sa fondation, continuait à bâtir des ponts entre les communautés, tandis que Garnier et Vallon poursuivaient leur lutte pour une police plus juste. La France, lentement mais sûrement, commençait à changer. Les cicatrices de ce jour au cimetière restaient, mais elles servaient désormais de rappel. Le véritable pouvoir ne vient pas d'une arme ou d'un insigne, mais de la capacité à se lever, à parler, et à agir pour une société meilleure. Élodie Moreau, sans jamais le chercher, était devenue l'incarnation de cette vérité, un phare dans une nation en quête de justice et d'unité. L'histoire de la générale Élodie Moreau, confrontée à la haine et à la violence de Jacques Leclerc lors d'un moment solennel au cimetière national, résonne comme un puissant rappel des défis auxquels la société française fait face aujourd'hui. Cette affaire, bien que fictive, met en lumière des vérités profondes sur le racisme, le pouvoir et la résilience, des thèmes universels qui touchent le cœur de la culture française, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont sacrés. En tant que Français, nous chérissons ces valeurs, mais l'histoire d'Élodie nous pousse à nous interroger, comment les incarnons-nous dans nos vies quotidiennes? À travers cette réflexion, nous pouvons tirer des leçons précieuses et les appliquer pour construire une société plus juste et harmonieuse. D'abord, l'histoire d'Élodie Moreau illustre la force de la résilience face à l'adversité. Lorsqu'un pistolet fut pointé sur elle, Élodie n'a pas cédé à la peur. Sa dignité, forgée par des années de service et de discipline, est un exemple pour nous tous. Dans la culture française, où l'honneur et le courage sont des vertus célébrées depuis les récits épiques de Jeanne d'Arc jusqu'aux héros modernes, Élodie incarne cette capacité à rester debout, même dans les moments les plus sombres. Cette résilience nous enseigne une leçon essentielle. Dans nos propres vies, face aux injustices ou aux épreuves, nous devons puiser dans notre force intérieure pour avancer. Que ce soit dans un conflit personnel, une discrimination au travail ou une lutte pour défendre nos convictions, nous pouvons choisir de répondre avec calme et détermination, comme Élodie l'a fait. Ensuite, l'affaire met en évidence la responsabilité collective de confronter les abus de pouvoir. Jacques Leclerc, avec son passé de plaintes ignorées, représente un système qui, trop souvent, protège les puissants au détriment des victimes. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour la justice sociale, de la Révolution française au mouvement contemporain,
cette histoire nous rappelle que le silence est complice. L'inspecteur Pierre Vallon, en brisant ce silence, devient un symbole de courage civique. Pour nous, cela signifie qu'il faut oser parler, même lorsque c'est difficile. Que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant une victime de discrimination ou en participant à des débats publics, chaque voix compte. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir, et le devoir, de demander des comptes à ceux qui abusent de leur autorité. Un autre enseignement clé est l'importance de l'unité face à la division. L'incident au cimetière, alimenté par la haine raciale, a tenté de fracturer une cérémonie dédiée à l'honneur et au souvenir. Pourtant, la réponse d'Élodie, de Claire Dubois et des autres personnages montre que la solidarité peut triompher. La France, avec sa diversité croissante, doit constamment réaffirmer son engagement envers la fraternité. Dans nos communautés, nous pouvons appliquer cette leçon en construisant des ponts. Écouter ceux qui sont différents, soutenir des initiatives comme la Fondation Étienne Laurent, ou simplement traiter chaque personne avec respect. Comme le disait Victor Hugo, la liberté commence où l'ignorance finit. En apprenant à connaître nos voisins, en combattant les préjugés, nous renforçons le tissu social de notre nation. Enfin, l'histoire souligne que le véritable pouvoir réside dans l'intégrité. Élodie n'a pas cherché la gloire ou la reconnaissance. Elle a continué à servir, à former les jeunes générations, à incarner des valeurs d'honneur et de devoir. Dans une société française où l'individualisme peut parfois l'emporter, cette leçon est cruciale. Nous pouvons l'appliquer en restant fidèles à nos principes, en agissant avec honnêteté dans nos relations professionnelles et personnelles, et en nous engageant pour des causes plus grandes que nous. Que ce soit en défendant l'égalité, en soutenant une association ou en éduquant nos enfants à respecter la diversité, chaque geste compte pour bâtir un avenir meilleur. Cette histoire, bien que fictive, nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la société. Combien de temps tolérerons-nous les injustices, qu'elles soient petites ou grandes? Que pouvons-nous faire pour promouvoir une France plus équitable, où chacun, quelle que soit son origine, a sa place? Nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à raconter des histoires qui inspirent, qui questionnent et qui appellent au changement. Votre soutien nous aide à faire entendre ces messages. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.